Oui, le cancer de Julia m'a changé, mais en fait, c'est le service pédiatrique de Léon Bérard qui m'a changé. Et quand on voit un enfant de 2 ans faire une chimiothérapie, qui allait toute seule parce que sa maman travaille à Saint-Étienne, on n'a pas le droit de se plaindre, mais jamais, quoi. Et ça m'a beaucoup changé. 1, 2, 3, 4. La petite voix, la petite voix. Bonjour, je suis Herveline et j'ai le plaisir de vous présenter cette nouvelle série de La Petite Voix, la série d'été qui va changer votre rentrée. Cette fois-ci, pas de thérapeute à mon micro. Nous passons de l'autre côté. Du côté de celles et ceux qui réfléchissent, qui cheminent et qui un jour osent écouter leur petite voix. Des conversations intimes et pleines d'émotions. Des conversations qui vont nous éclairer, nous inspirer. Alors, prêt à écouter la petite voix pour entendre la vôtre ? La série d'été de la petite voix, c'est parti. C'est une réalité qui ne fait pas plaisir, mais c'est vrai. Nous sommes de plus en plus nombreux et nombreuses, quel que soit notre âge, à être touchés un jour par le cancer. Quand il nous tombe dessus, ce n'est pas seulement notre propre vie qui est chamboulée. C'est aussi celle de nos proches qui font de leur mieux pour nous accompagner. Mon invitée du jour, Elisa, a côtoyé le cancer de très près. De trop près, même. C'est là, dans les couloirs de Léon Bérard, le centre de cancérologie de Lyon, qu'est née son envie, son besoin même plutôt, de se rendre utile. Elisa a transformé une douleur personnelle en une vocation qui change des vies, en particulier celle des femmes qui ont subi une mastectomie suite à un cancer du sein. Aujourd'hui, malgré les doutes et les nombreux obstacles, Elisa fait du tatouage thérapeutique, c'est-à-dire qu'elle apporte une magnifique et poétique touche finale à ce que l'on appelle communément un parcours du combattant. Bienvenue dans un épisode tellement touchant. Avec Elisa, nous allons parler d'une amie si chère qui n'est plus là, du sentiment d'accomplissement quand on a trouvé sa place après l'avoir longtemps cherchée, et de solidarité, ou pas, entre tatoueurs. Salut Elisa, bienvenue dans La Petite Voix. Bonjour Herveline. Tu m'accueilles dans ton cabinet de tatouage thérapeutique. Ça va être le sujet de notre échange. Tu vas nous expliquer comment la vie t'a emmené à cette forme de tatouage-là. Et il y a encore quelques minutes, j'étais sur ta table de tatouage. Donc, merci pour la séance. C'est à mon tour de te mettre un peu sur le grill maintenant. Avant qu'on rentre dans ton parcours, est-ce que juste en préambule, tu peux nous expliquer ce que c'est que le tatouage thérapeutique par rapport au tatouage classique qu'on a en tête ? Artistique. Non, le tatouage thérapeutique, en France, c'est surtout le tatouage d'aréole mammaire, qui est destiné principalement aux femmes qui ont un cancer du sein, 1% des hommes qui ont un cancer du sein, mais également toutes les personnes qui ont recours au changement de sexe, puisque les femmes, en fait, qui veulent donc devenir un homme, ont recours à une mastectomie. Le tatouage thérapeutique, c'est beaucoup aussi de camouflage de cicatrices, avec des techniques et des encres qu'on n'a pas encore en France. Mais quand même, toi, si je comprends bien, et ce sera l'objet de la discussion, l'essentiel de ton travail, c'est d'accompagner, de tatouer des femmes qui ont eu un cancer du sein avec un sein qu'on leur a enlevé, comme c'est mon cas. Exactement. Retour en arrière, on remonte plusieurs années avant que tu deviennes tatoueuse. Est-ce que l'histoire de ton projet pro, par exemple l'histoire d'un jour être tatoueuse, c'est présent quelque part dans ta tête ou pas du tout ? Alors, j'ai le souvenir de traîner mes copines dans les salons de tatouage de Lyon, mais à l'époque, au lycée, parce que je trouvais ça, j'aimais bien. J'étais parmi les premières à avoir mon tatouage à 16 ans. Mais à l'époque, il y avait aucune femme dans le monde du tatouage. C'était vraiment un milieu qui était réservé aux hommes uniquement. Et c'était vraiment encore vraiment underground. Il fallait écouter du métal. J'étais rebelle, mais pas assez pour aller, à cette époque-là, aller contre tous les stéréotypes du tatouage. Qu'est-ce qui va faire qu'il va y avoir un moment de bascule, un premier moment de bascule, j'ai envie de dire ? Alors, le premier moment de bascule, c'est le décès d'une personne qui m'était très chère, ma sista, comme on disait, qui a changé complètement ma vision des choses. On peut donner son prénom ? Oui, elle s'appelle Julia. Ok.
Donc Julia, toi, tu m'expliquais en off, en fait, vous avez grandi ensemble quasiment. Oui, voilà, moi, c'est des amis qui deviennent la famille, quoi. Voilà, exactement. J'ai des photos encore de mon père qui a Julia avec lui, bébé, sur ses genoux. Il y a eu des petites périodes où on s'est perdu de vue, mais je sais que dès que Julia est tombée malade, les mamans se sont complètement reconnectées. Ok. Et de là, en fait, on était parmi les seuls à aller la voir à l'hôpital. Toi, tu avais 10 ans d'écart environ avec Oui, c'est Julia. Ça veut dire que quand elle a été malade une première fois à 12 ans, toi, tu avais une petite vingtaine d'années. Tu te rappelles comment tu as vécu Ah oui, complètement. sa Je me première rappelle ne maladie pas avoir dormi de la nuit. C'était une nuit noire. Hélène, sa maman, était très, très pudique. À partir du moment où il y avait commencé à avoir les doutes de quelque chose et les examens à Léon Bérard, très peu de personnes étaient au courant. Par contre, quand nous, on l'a su, elle nous a vraiment ouvert les portes de leur famille. On a vraiment partagé ça ensemble. Je peux pas me dire du tout, j'ai vécu en tant que vraie sœur Bien sûr. de sang qui a vécu les moments à l'intérieur de la cellule familiale. Non, je peux pas dire ça, mais je sais que on a partagé beaucoup de choses. Je sais que j'ai eu des conversations avec Julia vraiment très très personnelles, et je sais que on s'appelait tous les jours, quoi. Tout le monde a quelque chose à raconter sur la façon dont elle t'a regardé, elle t'a parlé. Alors c'était quelqu'un qui était sans pitié. Ok. Vraiment. Très cash, tu veux dire? Très cash, sans filtre. Mon père, des fois, il se plaignait. Et puis, quand Julia, à peine 20 ans, te regarde et te dit, de toute façon, désolée, mais t'es une petite tapette. Tout de suite, venant de Julia, tu sais, en sachant ce qu'elle a enduré ou quoi, ça remet un peu les pendules à l'heure, tu vois. Et voilà, si elle devait te dire quelque chose, elle te le disait. Si elle voulait te dire non, elle te le disait. Et c'est ce caractère, en fait, qui a fait que, malgré les moments qui ont pu être durs ou quoi, même en rémission, enfin, même En traitement, tu veux dire? en traitement, même en réa, tu te disais, oui, c'est tendu, mais c'est Julia, quoi. Tu sais très bien qu'elle va sortir. À une période, elle voulait plus que ce soit sa maman qui l'amène faire certains bilans à Léon Bérard. Du coup, c'est moi qui l'amenais. Je pense que c'est dans tous les cas un petit peu la façon dont on fait face quand on a la maladie et qu'on se dit, on est obligé, enfin, quand tu vis à Léon Bérard, parce qu'au bout d'un moment, tu y vis, soit en fait ton quotidien t'écrase, soit t'es obligé de tourner les choses. Donc voilà, sa maman, elle faisait aussi beaucoup de blagues. Elle faisait plein de choses qu'elle avait pas le droit de faire aussi, amener les McDo en douce, des choses comme ça. Il y a des moments où, par exemple, elle avait en fait comme des abcès dans l'œsophage, où elle pouvait pas parler ou quoi. Et moi, j'arrivais et je disais, écoute, ma chérie, c'est pas possible, les ongles comme ça, mais tes pieds, c'est tout horrible. Tu tournais un peu la dérision, quoi, voilà, pour mettre un peu de légèreté. Parce que on peut pas aller là-bas et en plus de voilà, c'est quand t'es une battante, t'as pas envie d'avoir des gens qui te tirent vers le bas. T'es obligé d'avoir des gens qui te tirent vers le haut, et toi, ton devoir, à partir du moment où elle accepte que t'allais avoir, c'est de te dire, non, il faut y aller, quoi, et on pleurera après. T'es aussi obligé de vivre, t'as aussi une enfant, un adolescent en face de toi. Elle était tellement forte, tellement sûre d'elle, elle avait tellement de caractère. Dans le cercle familial, je sais que les choses étaient pas pareilles. Je sais que avec ses parents, elle a eu des questions douloureuses et des épisodes, bien évidemment, hein. Mais c'est vrai que dès qu'elle sortait de ce contexte, de cette cellule familiale, elle faisait face. Elle aussi, elle donnait le change, en fait. Oui, exactement. C'est vrai. Oui, le cancer de Julia m'a changé, mais en fait, c'est le service pédiatrique de Léon Bérard qui m'a changé. Et quand on voit un enfant de 2 ans faire une chimiothérapie, qui elle est toute seule parce que sa maman travaille à Saint-Étienne, on n'a pas le droit de se plaindre, mais jamais, quoi. Et ça m'a beaucoup changé. Julia, elle va être malade pendant combien de temps? Alors en fait, Julia, elle a été diagnostiquée au stade 4 d'un Hodgkin. C'était quand même avancé, vraiment très avancé. Après c'est plusieurs mois, j'imagine, de traitement dans ces cas-là. Je dirais bien 1 an et demi. Après son Hodgkin, elle a une rechute. Là, ça repart. Donc oui, effectivement, tout ce qui est greffe de moelle, tout ce qui est rayons qui font qu'elle est obligée de congeler ses ovocytes. Aussi tout un traitement par rapport à certains problèmes au cœur. Les souvenirs que j'ai, c'est vraiment que oui, ça fait peur, mais on sait qu'elle va tout donner et on sait qu'elle va s'en sortir. Et je pense que c'est une énergie en fait qui s'est créée parce que elle portait tout le monde, hein. Tout le monde autour qui mettait une énergie pour la pousser. Et voilà, peut-être qu'avec le recul, maintenant, j'idéalise un petit peu la chose. Elle était super bien encadrée. Léon Bérard, c'était génial. Son médecin était beau et super. Donc, il ne gâche rien. Donc, non, il fallait que les choses avancent. Les conditions étaient réunies pour que il fallait pas gâcher de l'énergie pour des choses venant de l'extérieur.
Est-ce que tu te rappelles de ce moment particulier où vous allez fêter la fin de ces traitements? Oui, complètement. C'était une fête chez elle. Son père avait fait un méchoui, je crois qu'il fait comme ça, avec des agneaux. l'agneau. Ouais, ok. Et on fête ça dans son jardin. Donc elle a quoi, une quinzaine d'années? Oui, je crois qu'elle est même pas au lycée encore. Elle est très maigre. Elle a un petit chien qui, contre toute attente et surtout contre tous ils ont souhaité faire en fait le traitement à la maison. Il avait dit est-ce que vous avez des animaux et donc du coup sa maman a dit non et en fait le chien était enfermé dans la cave. Et voilà, c'était ce genre de choses en fait. Oui, il fallait pas la priver non plus de tous les petits plaisirs Exactement. que pouvait donner la vie. Et son chien, c'en était un. Exactement. Si j'ai bien compris, en fait, elle va être en rémission pendant de nombreuses années après. Exactement, pendant presque 10 ans. Et j'imagine que d'avoir vécu tout ça à ses côtés, ça a teinté votre relation autrement, non? En fait, on a eu un petit peu cette relation-là voilà, elle était au lycée juste à côté de chez moi. À ce moment-là, j'habitais à côté. On se voyait, on s'appelait. La maladie, même si elle est loin et qu'elle n'est plus dans son quotidien, ça peut revenir dans la conversation. Pas tant que ça, finalement. C'est fini, c'est derrière, on va de l'avant. Et Julia, comme d'habitude, ça suit son cours. Elle fait ses études qu'elle réussit bien. Elle va à Paris. Elle fait sa vie quoi, de jeune. Malheureusement, après, au tout début, elle commence à travailler. Je pense à 23 ans, elle a des soucis. Elle sent en fait que ça va pas dans son corps. Elle connaissait très très bien son corps, Julien. Elle sent que ça va pas. Et effectivement, ça va pas. C'est un cancer neuro-endocrinien, qui est un cancer de personnes âgées, comme ils l'ont dit. Donc, c'est rarissime, c'est ce que tu disais. C'est rarissime, exactement. À Léon Bérard, en pédiatrie, il n'avait jamais vu ça. On peut rester en pédiatrie à Léon Bérard jusqu'à 25 ans. Mais Léon Bérard a été vraiment top parce que, puisqu'elle avait été suivie petite, ils avaient accepté qu'elle vienne avec son copain, qui installe son ordinateur, qui partage la chambre. L'oncologue qui a l'habitude de parler à des personnes âgées n'y va pas par quatre chemins. Elle lui dit en fait, on s'en remet pas du cancer neuro-endocrinien, donc je te donne quelques mois et puis tu vas mourir. Pardon ? Oui. Un médecin lui dit ça ? Un médecin oncologue, oui. Même si j'ai 80 ans, j'ai pas envie d'entendre ça. Apparemment, c'est comme ça qu'on parle aux personnes âgées. Enfin, que cette oncologue-là, qui est complètement, je pense, enfin, j'espère, et de ce que je connais de Léon Bérard, est une exception. Mais n'empêche que là, elle, c'est comme ça qu'elle apprend. Le jour où Julia a appris le diagnostic, sa maman est arrivée en retard. L'oncologue était déjà passé et sa maman, Hélène, retrouve Julia et son copain en larmes. Elle dit mais qu'est-ce qui s'est passé ? Et en fait, Hélène qui avait protégé, qui avait jamais mâché ses mots quand des fois en fait, par exemple, on fait une échographie et que le médecin est à côté, il fait En fait, on sait pas ce que ça veut dire. On attend les résultats, c'est long. À chaque fois, elle reprenait toujours les médecins en leur disant. Et là, en fait, elle a dit, mais il est hors de question que ça se passe comme ça. Elle était vraiment énervée en sachant en plus que le médecin qui la suivait était génialissime. D'ailleurs, il lui a dit, plus jamais Julia n'aura affaire à cette oncologue-là. D'accord. C'est moi qui ferai le lien entre cette oncologue spécialiste du cancer neuro-endocrinien et Julia. Toi, on est 10 ans plus tard. À ce moment-là, Julia je suis en Chine. Comment c'est de le vivre de si loin ? Je sais que les mamans sont pas bien, les choses sont compliquées. Je sais que Hélène parle beaucoup à ma mère me raconte beaucoup. En fait, quand elle était malade et qu'elle avait eu le Hodgkin en stade 4, on se dit voilà, c'est Julia comme tu as dit tout à l'heure, donc voilà, ça va être encore l'exception et les choses vont bien se passer et voilà. OK, on prend des nouvelles, on s'envoie des messages, tout ça, et puis les choses vont de l'avant. Il y avait des moments où on parlait de choses très très intimes, beaucoup de moments où en fait on faisait comme si de rien n'était quoi. Et c'est ça qui a fait que les choses se sont passées comme elles se sont passées pour Julien. Il y a eu tous ces que les gens ils l'ont aussi porté comme ils pouvaient. Son copain notamment qui a été juste merveilleux. Après 1 an, il me semble, on sabre le champagne pour sa rémission. Et là, avec le recul, je pense que les médecins savaient, on pouvait pas ne pas savoir en fait quand il y avait des métastases de partout et qu'ils le découvrent quelques mois après. Et en fait, ils l'autorisent à partir en Corse en vacances. Donc en fait, ça a pas duré longtemps du tout ? Non, pas du tout. Je repars en Chine en fin août et je dois rentrer d'urgence en novembre. C'est mon mari qui me dit, écoute Elisa, Julia, ça va pas du tout. On devait partir en Thaïlande. Okay. On annule la Thaïlande, on rentre en Lyon. On rentre à Lyon. On rentre vraiment rapidement. J'arrive un petit peu avant. C'est un peu confus, c'est un peu compliqué pour sa maman de les allers-retours entre Julia qui essaye toujours mais qui arrive plus
Et, l'acceptation, le fait de la ramener à la maison et le fait de faire des allers-retours à Léon-Bérard, je comprends que ça ne va pas du tout. Quand elle me dit « je n'y crois plus ». Le « je n'y crois plus » de Julia, ça valait tous les diagnostics du monde, quoi. C'était pas possible. Et donc là, sa maman te dit « Julia n'est plus Julia ». Effectivement, elle me dit écoute, parce que moi, il fallait que j'aille la voir. Et là, elle me dit écoute, tu peux y aller, mais voilà, Julia, c'est plus vraiment Julia. Et c'est là que on rentre dans la chambre et à ce moment-là, je me dis l'âme existe, c'est pas possible. C'est un corps qui s'éteint, mais c'est plus elle en fait. Elle avait déjà quitté son corps. Ok, donc t'as pas pu du tout parler avec elle. Non. Donc elle va décéder malheureusement quelques heures après. Quelques heures après. J'imagine que pour toi, ça a été réconfortant d'avoir pu être là malgré tout. Moi, il était impensable que j'aille pas à Lyon lui dire au revoir. Comment tu dirais que le décès de Julia a impacté après ta vie ? Il fallait vraiment que je retrouve des priorités cohérentes avec la vie, en fait. Ça paraît bête, mais en fait, quand on voit des choses comme le service pédiatrique de Léon-Bérard, il y a des choses qui m'étaient impossibles. J'avais étudié en tout cas l'architecture intérieure. Ah, ok. Me dire à ce moment-là de repeindre des murs, sans dénigrer ce métier, mais en tout cas, ça me correspondait pas du tout. Et pour en revenir au thème d'aujourd'hui, le jour où j'ai écouté ma petite voix pour la première fois, c'était quand je me suis dit, OK, il faut que ma vie ait un sens. Et en fait, je pense que quand on écoute notre petite voix, on va changer. Et je pense que les changements engendrent des comportements différents et aller en fait faire face à plein de choses qu'on ne connaît pas. Et que les gens aussi, qui sont autour de nous depuis tout le temps, la famille, mon mari, ma belle famille, ne comprennent pas. J'ai le souvenir d'avoir pris des pincettes quand j'ai annoncé à mon mari, qui est quelqu'un de génial, qui est quelqu'un de très ouvert d'esprit, qui est quelqu'un qui me soutiendrait dans toutes mes épreuves. Mais à ce moment-là, en fait, mon changement, il est tellement radical, peut-être même pour les gens qui sont autour de moi, que du coup, on se comprend plus à ce moment-là. Et du coup, je lui dis, écoute, Dim, il faut que je te dise un truc, je sais ce que je veux faire. Je veux pas que tu me répondes du tac au tac. Je lui dis, écoute, j'aimerais faire des tatouages d'Ariel Mammaire pour les femmes qui ont un cancer du sein. Et est-ce qu'on peut revenir sur comment ça te vient, cette idée-là ? Alors, en fait, cette idée me vient un jour, j'ai une vidéo qui apparaît sur YouTube et c'est une Canadienne qui fait un tatouage d'Ariel Mammaire à une de ses clientes. Et là, en fait, quand je vois ça, je me dis... Et c'est ce que je veux faire. C'est le métier que je veux faire. C'est génial. Enfin, tout de suite, ça me saute aux yeux. Ça réunit plein de choses, voilà, fait. Exactement. Déjà, le sens, puisque là, tu aides des personnes qui ont été malades. Tu as toute cette dimension manuelle et créative qui t'habite vraiment. Okay. Exactement. Et donc, tu l'annonces à ton mari. Comment il réagit alors ? Je suis toujours un petit peu celle qui est un peu originale, un peu celle qui a toujours des idées un peu bizarres. Voilà, Elisa, elle a encore une idée farfelue. Ah, ok. Du coup, là, je lui explique que j'ai quand même fait des recherches, que je regarde comment ça se passe, tout ça. Et je lui dis, mais en fait, regarde, c'est super intéressant, ça regroupe plein de choses. C'était il y a 5-6 ans, c'est ça ? À peu près, oui. C'est pas une lubie. Après, ils ont eu raison de penser ça. Hein. Enfin, moi, je me suis cherchée toute ma vie. J'ai jamais su quoi faire. Ah, j'ai eu vraiment du mal à trouver ma place. Mais là, je sais profondément que c'est le truc qu'il faut que je fasse. Et du coup, donc tu comprends que pour eux, ça puisse ah oui, ne complètement. pas être D'ailleurs, sérieux. c'est pour ça aussi que quand j'annonce à ma mère. Et puis je crois que ça va pas être si simple de t'y former. Non, alors du coup, c'est un peu compliqué. Alors, le monde du tatouage est un milieu très fermé, très difficile d'accès. Par rapport à ça, j'ai eu beaucoup de chance. J'envoie un message à une copine et je lui dis, écoute Alison, il faut que tu me formes, s'il te plaît. Elle a un salon à Lyon et elle me dit, écoute, ton projet tient la route, avec plaisir. Par contre, il faut que tu ailles voir quelqu'un qui fait du réalisme parce que moi, je ne fais pas du tout de réalisme. Et là, en fait, je vais sur Internet, je tape meilleur artiste réaliste tatoueur de Lyon et je tombe sur Boone Tattoo. Donc là, je vais à la Guillotière. Je vais à la Guillotière. C'est un quartier de Lyon. Un quartier de Lyon, cabinet, ouais. Et du coup, je pousse la porte, il est pas là. Je retourne une deuxième fois, je pousse la porte, il est pas là. Troisième fois, il est pas là. Et la quatrième, je me dis, je m'en fous, je l'attends toute la journée, mais il faut que je chope, quoi. Ok. Et puis là, j'ai un gars qui est un peu baraqué, les lunettes, des tatouages de partout. Et je vais toute petite avec ma petite voix en lui disant, je voudrais que tu me formes pour ça. Et puis il me dit, non, mais moi, je prends pas d'apprenti. Et là, je le regarde et je dis, mais non, en fait, si tu vas me prendre en tant qu'apprenti, t'es obligé. Je vais pas te laisser le choix. Ça te ressemblait, ça ? Non, pas du tout. Mais en fait, il fallait que je commence.
Je lui dis, écoute, tu sais quoi, je viens que faire de l'observation, tu m'apprends pas à tatouer, tu m'apprends rien du tout. Il me dit, ok, une fois par semaine. Et en fait, dès le lendemain, je suis arrivée, j'y suis allée tous les jours. La relou. Et du coup, je me suis tout de suite activée à essayer d'être utile. Et c'est une personne génialissime. C'est une personne qui est super humaine, qui est vraiment top, quoi. J'ai passé 3-4 mois au-dessus de son épaule à regarder comment il tatouait. Et j'ai fait que ça. En fait, le tatouage, c'est que du ressenti. Comme il me disait lui, à chaque fois, je lui posais une question. Et comment tu fais ça? C'est du feeling. Comment tu fais ça? C'est du feeling. Tout ce que tu acquiers, c'est parce que tu as pris l'expérience. Donc là, t'apprends, mine de rien, tu vas apprendre comme ça. Je crois, 4 mois après, je fais mon premier réalisme. Je me mets en mode automatique. En mode automatique, en fait, je fais tous ces gestes. Mais à qui tu le fais? Un cobaye. Comment t'as recruté? Et ben en fait, à ce moment-là, je suis en formation chez Allison. On commence et puis là, elle me dit, bah vas-y. Et en fait, elle, son truc, c'est tatou. Quand on balance sur Instagram tatouage gratuit sur cobaye. Mais t'as une liste d'attente énorme, quoi. Et du coup, j'ai une personne qui me dit, bah moi, je veux bien un truc réaliste. Et j'avais dessiné à ce moment-là, c'était mon truc à l'époque. J'avais fait ce golden fish qui était énormissime. Il était sous l'eau. Et il y avait un bateau avec un pêcheur qui était tout petit. Et là, en fait, je me rends compte que les 3 mois d'observation au-dessus de l'épaule de Boone, j'ai repris tous ces gestes. Et ça a marché. Pendant ma formation, je me rends compte que j'ai que des tatouages thérapeutiques, mais psychologiques. C'est intéressant ce que tu dis, parce qu'en fait... le tatouage est rarement que esthétique, en fait. Ça raconte souvent un bout d'histoire, enfin... Il peut l'être, mais dans tous les cas, psychologiquement, il a un impact. Ça peut être que ce soit de appartenir à un groupe, de défier l'autorité parentale, de se donner confiance. Mais moi, à ce moment-là, j'avais vraiment que des personnes qui venaient pour... leur mamie qui était décédée, des histoires vraiment personnelles. D'ailleurs, j'avais une collègue à ce moment-là qui me disait « Mais c'est un truc de dingue, ça ne m'arrive jamais ». Je commence à me lancer en faisant du tatouage artistique sur cicatrice. Le tatouage sur cicatrice, c'est une technique qui est particulière. Cicatrice, brûlure. J'ai des gens qui rentrent, ils ont des cicatrices. Je dis, s'il te plaît, tu veux pas que je te fasse un truc dessus et tout. Et du coup, comme ça, je commence à appréhender en fait la texture de la cicatrice et comment tatouer sur cicatrice. En fait, je commence le tatouage en me disant, en fait, je me fais la main sur les gens et après, dans 6 mois, je fais du tatouage thérapeutique, je fais des aréoles mammaires. Et pas du tout. C'est pas du tout possible dans le sens où à ce moment-là, il y a personne qui fait des aréoles mammaires en France. Il y a une fille qui revient des États-Unis et qui ne veut partager son expérience avec personne. C'est une technique anglo-saxonne. Donc aux États-Unis, il y en a plein. En Angleterre, il y en a plein. Au Brésil, il y en a plein aussi. C'est pas parce qu'il y en a pas en France et qu'elle c'est la seule que moi je vais m'arrêter parce qu'elle me dit non. Et de là, en fait, du coup, en me disant ça, je me rends compte qu'en écoutant ma petite voix, je me suis lancée dans... Enfin, j'ai vraiment changé. J'ai développé plein de traits de caractère qui ne sont pas du tout les miens. Je me suis jamais sentie autant à ma place. Je peux pas lâcher parce qu'elle me dit non. Oui, en fait, ça te donne la légitimité, quoi. Exactement. Il faut que tout le monde ait accès à ça. C'est pas normal qu'en France, on soit autant en retard par rapport à ça. Donc elle, ok. Elle me dit non. Et là, du coup, je commence à me dire, ok, bon, entraîne-toi sur peau synthétique. Je suis pas satisfaite. J'essaie de trouver des gens à qui je peux faire des aréoles mammaires sur la cuisse. Je suis pas assez courageuse pour me le faire moi. Du coup, je leur dis, mais tu sais quoi, en fait, je te fais une aréole mammaire et puis derrière, je te fais un cover direct et tout. Bref, je trouve personne. Et un jour, je trouve une formation d'une fille qui fait une formation en ligne. Et la fille, c'est la numéro 1 mondiale de l'aréole mammaire. Et en fait, je commence à regarder et je me dis, mais attends, mais sa formation, elle est juste géniale. Elle est super généreuse, elle aborde plein de points. Je veux le faire. Je sens qu'il me manque quelques éléments. Et à partir du moment où j'ai les éléments qui me manquent, je me dis, ça y est, c'est bon, je peux le faire. On sent que ça décoince un truc. Exactement. Ça m'a pris des années d'avoir toutes ces infos. Mais oui, parce que là, ça fait combien de temps que tu tatoues? Ça fait 3 ans à peu près. Et donc, quand est-ce que tu vas faire ton premier sein? En formation, je fais ma première aréole mammaire. C'est bizarre, mais j'ai un peu un sentiment d'inachevé avec cette aréole parce que elle avait pas beaucoup de détails. Elle était très très contente, elle était très émue, mais moi j'avais envie de parler technique en fait. J'avais envie que ça aille beaucoup plus loin. Alors oui, parce que parenthèse technique, le tatouage thérapeutique de l'aréole mammaire, en fait tu reproduis un effet 3D en fait. Et alors de près, évidemment, on ne dupe personne, mais tu fais la formation en ligne où là il y a le déclic en fait. Là il y a le déclic et je me dis ok c'est bon, je comprends, j'ai compris ce qui me manque, j'y vais, je suis prête. Et en fait moi je pense que quand on entend sa petite voix,
on est sur le bon chemin. Et du coup, les choses, elles se mettent en place toutes seules. Et là, en fait, j'ai une personne qui me contacte et qui me dit il faut qu'on se rencontre, j'ai besoin que tu me fasses un tatouage d'Ariel ma mère. Mais enfin, comment elle tombe sur toi? À l'instant, je venais de faire mon site internet, il me semble, ou sur Instagram, mais vraiment, je viens de poster mon Ariel ma mère de ma formation. Et du coup, je lui dis ok, il y a pas de problème. Et en fait, l'histoire, c'est une femme. Son mari lui a jeté de l'acide sur le corps pendant qu'elle faisait du topless dans son jardin. Tu déconnes. Non. Il lui a brûlé tout le haut du corps, jusqu'au visage et les cheveux. Et du coup, en fait, ses seins ont complètement fondu. Et elle a eu une reconstruction. Et moi, en fait, j'ai jamais vu ça. Je regarde sur les sites des Américains, personne n'a fait ça. Et cette fille, elle vient avec toute son énergie, sa lumière et son sourire. Elle est pleine de confiance, elle est super belle. C'est une vraie guerrière, quoi. Je peux pas lui dire non parce que j'ai peur, quoi. Donc du coup, je me dis, ok, vas-y, je le fais. Je suis sincère avec elle, je lui dis, écoute, j'ai cherché sur Internet, j'ai rien trouvé. J'ai déjà fait du réalisme sur des brûlures. J'ai jamais fait de tatouage couleur sur des brûlures. Je sais pas ce que ça va donner. Et là, du coup, elle me dit, ok, vas-y, on y va, on essaye. Et en fait, je lui fais 2 aréoles qui sont juste trop bien, qui ont super bien cicatrisé. Et elle est juste trop contente, et moi aussi. Moi, je dis toujours à mes clientes, je leur dis toujours, quand elles me disent « Ah, mais c'est génial, merci, merci », je leur dis « Mais tu sais, derrière, il y a eu des chirurgiens qui ont fait des dizaines d'années d'études. Enfin, voilà, pour être allés au bloc, voir ce qu'ils font, c'est juste fou. » Moi, en fait, je leur dis « Je suis la cerise sur le mamelon. » C'est un petit passage qui est super important. Oui, mais explique pourquoi ce passage-là est important. T'arrives à un moment J'arrive à la fin, particulier. T'arrives à la fin. Où les reconstructions sont terminées. Moi, j'ai pas le droit de dire patiente. En France, j'ai pas le droit de dire patiente parce que c'est réservé au personnel médical. Mais mes clientes, quand elles viennent, elles se sont reconnectées avec leur corps. Certaines ont mis parfois 6 ans, 8 ans avant de réussir à se regarder dans le miroir. J'arrive à un moment où il y a beaucoup d'attentes. En fait, il y a 2 choses. Et pour le coup, je suis bien placée. Exactement, j'allais dire, tu peux le dire mieux que moi, effectivement. T'arrives déjà à un moment où on va tourner la page parce que, tu vois, toi, t'apportes la dernière touche à tout ce qu'on vient de traverser. Parce que là, on est en train de focaliser sur la mastectomie, mais en fait, autour de ça, il y a tous les traitements du cancer qui vont avec. En général, c'est avec de la chimio, avec des rayons. Donc, on a traversé ça. On a traversé le traumatisme d'avoir perdu un sein. Et c'est quand même quelque chose d'énorme en tant que femme. Donc, tu viens boucler déjà ce long parcours et tu viens nous redonner une forme d'intégrité de femme, en fait. Ça, c'est vrai que c'est la vision que vous avez et quand vous m'en parlez. Moi, maintenant, je vois plus du tout ça. Mais non, mais parce moi, que je toi, vois une belle reconstruction, oui. Je vois des femmes fortes, je vois des femmes souriantes, je vois des femmes belles. Je peux te demander, à ton avis, ce qu'elle penserait, Julia, de la toi d'aujourd'hui et de tout ce parcours que tu as traversé? Je pense qu'elle aimerait bien le côté un peu rock'n'roll de tout ça. Et le fait que toi, tu donné du sens aussi. Oui, et puis en même temps, il fallait vite que ça passe à autre chose. Il y avait une forme de pudeur, en fait. Ouais, peut-être, oui. Tu retiens quoi de tout ça, toi? Moi, je dirais, ça fait peur. Franchement, ça fait peur d'écouter sa petite voix. Les changements font peur. Mais je pense que si on est sur le chemin, les choses s'alignent parfaitement. La vie est bien faite, la nature est bien faite, c'est pas pour rien. Et des fois, quand il y a des épreuves à faire, c'est pour nous amener ailleurs. Et quand on lutte certaines fois contre certaines choses, en fait, on retarde ce qu'il faut qu'on comprenne. C'est pas pour faire un peu côté Disney, de dire... Mais souvent, même quand il nous arrive quelque chose de moins important, on se dit « Ah, mais finalement, en fait, c'était pas si mal que ça parce que ça nous a amené là. » Et quand on écoute la petite voix profonde, c'est quelque chose qui est important. C'est de l'ordre de la, je vais pas dire la mission de vie, mais qui pourrait ressembler en tout cas. Donc ça en valait la peine d'avoir traversé ça pour toi, de tous ces moments de doute, etc. Oui, finalement, il y a eu des moments qui ont fait peur. On a pleuré, je me suis dit mais qu'est-ce que je fais? Mais pourquoi je fais pas un métier beaucoup plus simple? Pourquoi j'essaie toujours de me challenger comme ça? Finalement, les choses, elles se sont toujours déroulées de façon à ce que j'ai un coup de mou, j'ai un truc qui va bien. J'ai un coup de mou, j'ai un truc qui va bien. Ça va, je recule un peu, j'avance. C'est juste, ouais. Qu'est-ce qu'ils te disent tes proches maintenant? Tu sais, ceux qui se sont dit, à raison, a priori, tiens,
une nouvelle lubie? Ma mère, un jour, en fait, elle comprenait pas trop. Elle disait un peu oui, bon, ma fille, elle est tatoueuse. Et c'est un jour, je me rappelle, quelqu'un m'a posé une question sur mon travail et du coup, j'ai commencé à répondre. Et en fait, ma mère, elle a trouvé ça, mais super intéressant. En fait, elle avait pas compris ce que tu faisais jusque-là. Pas du tout. Et en fait, la façon de voir les choses quand on est dans le monde du tatouage et que, voilà, même à 60 ans, pour elle, quand on a des tatouages, c'est parce qu'on est fan de Johnny et qu'on a des Santiago. Donc, vraiment, elle se disait, mais qu'est-ce qu'elle fait là-dedans, quoi? Ou alors qu'on se drogue ou qu'on est dans un mauvais milieu, quoi. Mon mari aussi, il est super fier quand il dit, ouais, ma femme, elle est tatoueuse. Il me pousse toujours quand j'ai un coup de mou, il est toujours là. Et puis, il y a Hélène aussi, la maman de Julien. Exactement, que j'ai au téléphone. Et à chaque fois, en fait, on discute de ça. Je sais que, voilà, elle sait très bien que si j'ai réussi à arriver jusqu'au bout, c'est parce que j'avais un petit ange au-dessus de moi qui m'a ouvert toutes les portes. Et ça, j'en suis sûre aussi. Donc, elle est aussi également très fière. J'entends la tristesse, bien sûr, de l'avoir perdue. Et en même temps, je peux pas m'empêcher de constater que, à beaucoup de moments, quand on a parlé d'elle, là, quand tu as parlé d'elle, ça donnait aussi un immense sourire parce que quelle belle personne elle a été, trop rapidement, malheureusement. Mais c'est ça. En fait, elle avait, à mes yeux, elle a eu une vie qui est pas la vie de tous les enfants et de tous les ados. Et puis, ce qu'elle a laissé, c'était quelque chose d'atypique aussi. En fait, je parle tous les jours d'elle. Quand on me dit comment ça t'est venu à l'esprit le tatouage, je peux pas ne pas raconter Julia. Donc, plus ou moins rentrant dans le détail, oui, je parle de Julia tous les jours. Donc, elle est quelque part sur ton épaule. Ouais. Non, mais complètement. Merci beaucoup, Elisa. Merci à toi. Why would you look outside yourself when you have all of the world inside? Voilà, la série d'été de La Petite Voix, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cet épisode, parlez-en autour de vous. Vous pouvez aussi me le dire avec de bonnes notes et des commentaires sur votre plateforme de podcast favorite. Ça aide vraiment à le faire découvrir à d'autres auditeurs. Si vous voulez prolonger les échanges, je vous donne rendez-vous sur Instagram, Facebook, YouTube ou TikTok. Oui, tout ça en cherchant La Petite Voix, le podcast. Encore mieux, abonnez-vous à ma newsletter sur mon site lapetitevoix.co. C'est là que je vous raconte tout ce que je ne dis pas ailleurs. Allez, à bientôt! Say, why would you look outside yourself when you have all of the world inside? Why would you look outside yourself when you have all of the world inside? Why would you look outside yourself when you have all of the world inside?